sommaire de cette édition, au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a nommé ce dimanche le gouvernement du Premier ministre Boubou Cissé, désigné il y a 2 semaines. Des journalistes libyens ont manifesté à Tripoli pour condamner l'enlèvement de 2 confrères qui travaillent pour la chaîne de télévision Libya Al Ara TV. Et puis des centaines de Vénézuéliens se sont rassemblés lors d'une veille en hommage aux victimes des manifestations antigouvernementales dans l'est de Caracas. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a nommé ce dimanche le gouvernement du Premier ministre Boubou Cissé, désigné il y a 2 semaines. Il s'agit d'une équipe fortement recomposée, marquée par la présence de plusieurs personnalités de l'opposition. Reportage. La formation de cette équipe de 37 membres, outre Boubou Cissé, nommé le 22 avril, avec pour mission de former un gouvernement de large ouverture, fait suite à la signature, le 2 mai, d'un accord de gouvernance entre la majorité et certains partis d'opposition. Selon le communiqué publié par la présidence, cette ouverture se traduit notamment par l'entrée au gouvernement comme ministre des Affaires étrangères de Thiébilé Dramé, directeur de campagne de l'opposant Soumaïla Cissé face à Boubacar Keïta à l'élection de 2018, mais signataire de l'accord. L'Union pour la République et la démocratie URD de Soumaïla Cissé avait en son temps annoncé qu'elle continuerait à animer une opposition constructive tout en se disant ouverte au dialogue avec le gouvernement. Le ministère clé de la Défense revient par ailleurs au général Ibrahim Derou Dambélé, ancien chef d'état-major des armées sous la junte issue du putsch d'Amadou Sanogo en mars 2012. Poursuivi dans le dossier de l'assassinat de militaires opposés à ce putsch, il a vu son contrôle judiciaire levé en janvier 2018 avant d'être réintégré dans l'armée comme inspecteur général. Le Premier ministre Boubou Cissé, économiste de formation, conserve le portefeuille de l'économie et des finances, mais avec l'appui, cette fois, d'une ministre déléguée chargée du budget. Le prédécesseur de Cissé, Soumaïlou Maïga, avait présenté le 18 avril la démission de son gouvernement, moins de 2 mois après la tuerie de quelques 160 civils peuls à Ogosagou, au centre du pays, et une série de manifestations contre la gestion de l'État. Les participants à ces rassemblements ont accusé le gouvernement d'incapacité à assurer la protection des populations, mais aussi celle de ses militaires. En République démocratique du Congo, la population semble partagée au sujet de la gouvernance du président Félix Tshisekedi. Plus de 3 mois après sa prestation de serment, beaucoup s'impatientent de voir la concrétisation des promesses faites. On lui reconnaît cependant un certain nombre de mérites. Depuis l'investiture le 24 janvier de Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre, le climat politique en RDC s'est apaisé, reconnaît-on unanimement. Cette première alternance sans effusion de sang a rassuré la communauté internationale, mais son résultat est contesté par l'autre opposant, Martin Fayulu, qui revendique la victoire avec 60% des voix. Impensable, sous la présidence Kabila, les manifestations de l'opposition autour de Fayulu pour la vérité des urnes sont aujourd'hui autorisées, encadrées et même diffusées à la télévision publique RTNC. Le patron de la redoutable Agence nationale de renseignement, l'indéboulonnable Caleb Moutonde, a été relevé de ses fonctions sans coup ferré. Des avancées en termes de respect des droits humains renchéries par la libération des prisonniers du mouvement citoyen Filimbi. Au plan judiciaire, la justice congolaise a annulé la condamnation à 3 ans de prison de l'opposant en exil, Moïse Katumbi, puis a abandonné des poursuites à l'encontre de ses gardes du corps dans une affaire de recrutement présumé de mercenaires. Par ailleurs, des poursuites judiciaires ont été lancées contre des policiers impliqués dans des répressions d'une manifestation estudiantine. Soupçonnés de corruption, des mandataires d'entreprises publiques et le ministre des Affaires foncières ont tous été suspendus. Des efforts certains qui cachent à peine quelques balbutiements inquiétants. Félix Tshisekedi, à ce jour, n'est pas encore parvenu à mettre en œuvre l'une des principales promesses de campagne. Déménager l'état-major dans l'est du pays où des dizaines de milices menacent les civils.
Le président congolais n'a pas non plus exercé jusqu'à présent le pouvoir régalien par excellence d'un chef de l'État à qui la Constitution donne plein pouvoir, nommé le Premier ministre. En somme, la tâche reste immense, de même que les défis à relever. Au Bénin, l'ancien président Boni Yayi, cloîtré à son domicile depuis les mouvements de protestation tragiques des 1er et 2 mai, a reçu en fin de semaine écoulée la visite de tous les leaders de l'opposition, l'ex-chef d'État Nicéphore Soglo, Candide Azanaï du parti Restaurer l'Espoir, Donclam Abalo de l'Union sociale libérale USL de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon et Éric Rouleté des Forces Cori pour un Bénin émergent et premier vice-président de l'Assemblée nationale, 7e législature. À leur côté, le 4e secrétaire exécutif national adjoint des FCBE, Alassane Tikri et Joseph Tameyon du Parti La Renaissance du Bénin originel. Venus pour s'enquérir des nouvelles du président d'honneur des FCBE, ils ont eu à réclamer la levée du dispositif policier et militaire des encablures du domicile de Boni Yayi et par là même exiger la reprise du scrutin. Plus de précisions avec Nicéphore Dieudonné Soglo. Je reviens pour la seconde fois ici et je constate qu'il y a encore des barrages, on a tiré partout. Il y a eu des morts, des blessés, mais au fond, la démocratie a le sentiment que le peuple noir, qui a connu 4 siècles de déportation, qui a subi, on peut dire, des agressions de l'Europe et du Moyen-Orient, on a décidé à nouveau de l'agresser de cette manière-là. Alors, moi, je pense qu'il faut que le gouvernement enlève, au fond, tous les signes visibles de la répression, de la mort. Nous voulons circuler normalement, nous avons gagné et personne ne peut nous terroriser. Ça, c'est le premier constat, ça. On ne peut pas parler de discussion, de négociation, si vraiment on ne reconnaît pas la réalité. Des élections sans opposition, ça n'a pas de sens. Et notre peuple a répondu magnifiquement. On n'a pas suivi l'exemple algérien ni l'exemple soudanais. Les gens sont restés chez eux. Le constat est mondial. On doit tirer des conséquences de ça. Où nous retournons, parce que tout le monde est passé. Les Nations Unies, que ce soit le Nigeria, que ce soit tout le monde est venu. Et moi-même, je suis allé rencontrer le chef de l'État. Il n'a pas tenu ses engagements. Et le peuple a sanctionné clairement. Maintenant, il n'y a que 2 solutions. Ailleurs, ou alors vous acceptez vraiment de dire « errare humanum », moi c'est trompé, on revient et tout le monde a... Bon. Ou alors vous démissionnez. Parce que quand le général de Gaulle n'a pas eu raison, il est resté à Colombey. Allons à présent en Libye où des journalistes ont manifesté à Tripoli pour condamner l'enlèvement de 2 confrères, Mohamed Al-Kourij et Mohamed Al-Shebani. Ces derniers ont été kidnappés par un groupe armé loyal à Khalifa Haftar. Alors qu'ils couvraient les affrontements près de Tripoli pour une chaîne de télévision privée, Mohamed Al-Kourij et Mohamed Al-Shibani, 2 journalistes libyens, ont été enlevés ce jeudi après-midi par la brigade Al-Kaniat, affiliée à l'armée du général Haftar, dans la région d'Assiadia, à une 50aine de kilomètres du sud-ouest de la capitale. Les 2 journalistes ont été interpellés et leur sort reste inconnu, a annoncé ce vendredi le groupe de surveillance des médias internationaux et chaînes de télévision locales Libya Al-Ahrar. L'organe de surveillance des médias a ajouté qu'il avait été informé de leur détention à Tarhouna, une ville située à 80 km au sud-est de Tripoli et qui constitue le centre des opérations du général Haftar dans l'ouest de la Libye. Nous manifestons aujourd'hui pour soutenir nos collègues Mohamed Al-Kourij et Mohamed Al-Shebani qui ont été enlevés jeudi dernier. Nous n'avons aucune nouvelle d'eux
et de leur destinée. Nous espérons que les organisations qui les ont kidnappés les libéreront. Le journaliste est un civil qui n'a aucune relation avec les tensions militaires et politiques. Il doit seulement envoyer les informations et les nouvelles du terrain avec crédibilité et professionnalisme. Quand Reporters sans frontières que Libye Al-Harar, une chaîne pro-JNA créée en 2011, en opposition à Muammar Kadhafi, ont exigé la libération immédiate des journalistes. Au Venezuela, des centaines de personnes se sont rassemblées bougies à la main lors d'une veillée en hommage aux victimes des manifestations antigouvernementales dans l'est de Caracas, répondant ainsi à l'appel du chef de l'opposition, Juan Guaidó. 2 jeunes Vénézuéliens blessés dans les heurts lors des manifestations contre le président Nicolás Maduro sont morts ce jeudi, portant à 4 le nombre de personnes tuées dans ces échauffourées qui les ont opposées aux forces de l'ordre. Nous sommes ici pour demander justice. La douleur qui nous submerge aujourd'hui en tant que peuple est immense et nous luttons, nous nous défendons avec tout. Je suis venu aujourd'hui pour rendre hommage à ceux qui sont tombés aux assassinats. Les partisans de l'opposant vénézuélien Juan Guaidó se sont dirigés samedi en paix, mais en nombre réduit, vers les casernes pour exhorter une nouvelle fois l'armée à lâcher Nicolás Maduro, le président qui a appelé les troupes à être prêtes en cas d'attaque américaine. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine, chers amis de la revue de presse Afrique sur Sika TV. Bonjour et bienvenue. Première escale du jour, le Togo, où Liberté nous fait savoir que Togo Debout appelle à organiser des élections locales inclusives. Et parlant toujours des élections locales, TM Togo Matin nous apprend que l'opposition pose à nouveau ses conditions. Au Burkina Faso, le SINACSAB annonce une grève de 72 heures à partir du 22 mai, nous fait savoir le pays. Le quotidien informe ses lecteurs de la saisie d'environ 500 kg de chanvre indien par la brigade mobile des douanes de Tankodo. Le point de l'actualité au Sénégal à présent, adoption de la loi supprimant le poste de Premier ministre, 193 milliards d'économies dans 4 ans, écrit en manchette Le Soleil. Une information relayée par Sud Quotidien où on peut lire adoption de la loi portant suppression du poste de Premier ministre. La majorité de l'Assemblée nationale cautionne Macky Sall, peut-on lire à la une de Sud Quotidien, qui nous informe également que pour éradiquer le paludisme, le Sénégal et la Gambie sont en croisade. Le journal Enquête, lui, nous informe du début du Ramadan en première page. Crise anglophone au Cameroun, la voix du centre informe ses lecteurs que le Conseil de sécurité va se pencher sur la question. Parlant toujours de la crise anglophone au Cameroun, Repère dénonce le jeu trouble des évêques. Puis, Le Jour nous apprend que depuis sa prison, Maurice Kamto a écrit une lettre à l'endroit du peuple camerounais. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Merci à vous, Génial Afouda, pour cette revue de presse Afrique. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.